Si je voulais résumer mes réflexions, je dirais les sociétés se sont bâties pour conquérir de l'espace, s'agrandir, avoir des colonies, avoir les meilleures terres. Et au fond, aujourd'hui, l'espace est entièrement conquis et nos sociétés se battent pour conquérir le temps. Et ce basculement de l'espace au temps, je pense que pour moi, c'est le cœur de nos mutations. Quand je dis le temps, c'est des vies longues, c'est la vitesse. Et ce processus d'allongement du temps, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été un projet de société. Et au fond, ce qui est en train de changer maintenant, de basculer, c'est que cette idée de vivre longtemps, ça va devenir un motif d'organisation de la société. On va se battre pour vivre longtemps. Et si vous vous remettez à regarder la société comme ça, vous allez voir que derrière, ça veut dire que les flux vont être plus importants que les stocks. Ça veut dire que les vies sont discontinues. Ça veut dire qu'on a plusieurs fois sa chance. Jamais, je crois que le monde n'a changé aussi vite. Aujourd'hui, 55% des enfants en France naissent hors mariage. Un mariage sur 2 est défait avant 5 ans, pour ne prendre que 2 chiffres. D'éléments qui étaient totalement structurants des sociétés. Les familles, le mariage, c'était totalement fondamental. Ça a complètement changé. Au fond, moi, je dis, on est dans une société des 2 piliers. Toujours, le hors-travail a structuré le travail. Le religieux a structuré le travail. Le temps libre a structuré le travail. La durée moyenne du travail en France, disons pour vous, ça va être 70 000 heures de travail, peut-être 80 000 si vous travaillez beaucoup. Donc l'explosion de l'espérance de vie fait que même en travaillant beaucoup, de toute façon, si vous arrivez à travailler 10% de votre vie, vraiment vous serez déjà très productif. Donc comprenons qu'on est rentré dans un monde de vie longue et de travail court, et que dans cette société-là, ce qui est important à comprendre, si vous voulez, c'est que la vie n'est plus une vie par étapes, comme c'était avant, où il y avait les études, le service militaire, le mariage, le travail, etc., les enfants, la retraite. On est dans des vies discontinues, parce que plus la vie est longue, plus on peut retenter sa chance. Et ça ne va faire que s'accentuer. 80% des Français vous disent qu'ils sont heureux, 90% des Allemands, etc. Ne rêvons pas. Nous sommes dans une société du bonheur individuel, du bonheur familial, du bonheur tribal, mais nous sommes dans une société du malheur collectif, parce que nous avons du mal à penser ce changement. On est dans un monde de mobilité, de déplacement dans l'espace. Ça veut dire que le monde est devenu un dedans. On vit dans le dedans du monde. Le monde est un dedans qu'on connaît partout, qu'on voit tous les jours. On est 4 milliards à avoir accès à des bornes Internet d'information sur cette planète. Donc résumons les grands éléments de rupture que je pose. La vie plus 40%. Quand je dis la vie plus 40%, ça veut dire des transmissions culturelles plus longues. On a presque un siècle de mémoire dans les familles aujourd'hui. Le travail ne représente plus que 10% de la vie, je l'ai dit. Ce qui veut dire quelque chose d'essentiel, c'est que les classes sociales ne structurent plus la société. Je ne suis plus d'abord défini par mon travail. Avant, il y avait des grands nous. Il y avait le nous de la terre, il y avait le nous de l'usine, il y avait le nous de la bourgeoisie commerçante, il y avait des grands nous sociaux qu'on appelait des classes sociales. Mais aujourd'hui, ces grands nous ne sont qu'une toute petite partie de l'organisation sociale. Donc, ayons tous ces éléments pour essayer de comprendre ce temps. Comprenons du coup que la politique devient quelque chose de très difficile à organiser parce que le temps privé domine le temps de production. Alors bien sûr, dans cette société-là, si les choses ne se défont pas, c'est qu'on a la révolution informatique s'est mis à créer des liens d'une façon absolument extraordinaire. Mais ce qu'il faut retenir au fond dans cette société, c'est que si le hors-travail écrase le travail et le structure, ça veut dire au fond que le soft attire le hard. Ça veut dire que la qualité de vie d'une région attire les entreprises. Ça veut dire que le développement économique est beaucoup plus rapide dans les grandes régions touristiques que dans les anciennes régions industrielles. Et donc cette idée, au fond, que le temps libre domine le temps de travail et que donc les valeurs du temps libre dominent le temps de travail, c'est essentiel à percevoir. Et dans ce monde-là, si on se passe au niveau du territoire, pour le dire en termes d'image, un territoire qui marche bien, c'est celui où Haussmann a rencontré le Club Méditerranée. Quand on sait, dans le territoire haussmannien, rajouter de la nature, de l'eau, du vélo, du silence, de la culture, des nuits blanches, on arrive à mélanger Haussmann et le Club Méditerranée et on fait des villes créatrices, productrices de richesse. C'est Londres, c'est New York, c'est Paris, chacune dans leur jus différent, etc. Et c'est les grandes villes de province. Mais ce mélange, on ne sait pas le faire ni pour le périurbain, ni pour les quartiers populaires. Ça, c'est le mouvement d'un monde qui, au fond, est passé d'une culture collective à une société où on a valorisé l'individu, la mobilité et la liberté. Dans cette société-là, qu'est-ce que la France a de particulier à proposer ? Aujourd'hui, la culture monde, c'est la culture anglo-saxonne, c'est la culture de Londres. Mais nous, on reste le cœur, l'héritage de cette grande culture qui a fait, effectivement, notamment l'Occident. Et donc, du coup,
effectivement, on est le pays le plus touristique. On est le pays où il y a le plus de colloques. On est le pays où il y a un plus. On est un pays qui porte des valeurs qu'on pourrait qualifier de Paris-Ville-Lumière, qu'on pourrait qualifier de qualité de vie, etc. L'image de la femme, le luxe. Tous ces objets-là sont un atout considérable dans la mondialisation. Le deuxième atout majeur qu'on a, c'est qu'on a été, à cause de Colbert justement, le grand pays d'où construit des grandes entreprises privées habituées à travailler dans les biens publics. On est leader de l'eau, on est leader du béton, on est leader dans l'armement, etc. Chacun produit des choses différentes. Et la mondialisation, c'est l'art de se représenter ce type de choses. Jamais il n'y a eu autant de développement économique. Le fait que Paris a expulsé la production depuis 30-40 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que Paris, devenant une ville mondiale liée à notre image historique de ville de luxe, de ville de tourisme, etc., le prix du mètre carré a augmenté et a chassé les activités de production. Et les activités de production sont allées là où c'était moins cher. Pour l'essentiel, les entreprises de production sont actuellement à la campagne. Et pour une grosse partie, ça a structuré le modèle de Toulouse, le modèle de Lyon, le modèle de Lille. C'est-à-dire ça a créé des grosses métropoles qui sont des hubs de la mondialisation, plus petits que Paris, mais qui jouent à ce niveau-là. Donc la France, du coup, a changé de structure très profondément. Donc là, il se passe une France beaucoup plus égale, beaucoup plus connectée. Et au fond, on pourrait presque dire que la France est en train de devenir une grande ville à l'échelle du monde. Et donc, au fond, faire ville ensemble, ça veut dire qu'on peut se voir dans la même journée. Ça veut dire qu'on est à 2 heures les uns des autres. C'est ça une ville. Ce n'est pas une définition géographique. C'est un type de lien d'être de la même ville. Pensons la France comme New York, pensons la France comme Tokyo. Et à ce moment-là, on a une vision complètement différente de l'organisation. Donc je crois que si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut regarder. Cette France qui se réorganise, mais qui est complètement terrorisée par le changement depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, qui fait qu'on est un pays qui se transformons, qui portons des choses, mais qui en même temps a une difficulté à se réformer qui est considérable. En même temps, à l'intérieur de la mondialisation, on a des atouts considérables, parce qu'on a des points d'excellence. Mais vous savez, l'avenir, il n'est pas écrit, jamais. On n'aurait pas pu décrire le monde numérique. On n'aurait pas pu dire que la famille allait complètement changer de nature. L'avenir, il est imprévisible, et il est ce que les hommes en font. Donc, si vous voulez, on peut dire des choses lourdes. On peut dire que l'homme et la nature, ça va être un enjeu de plus en plus compliqué. On peut dire que la vie va continuer à s'allonger, sauf s'il y a des catastrophes. On peut dire que la nouvelle place des femmes dans les sociétés va complètement continuer à les transformer. Et c'est d'ailleurs un des grands enjeux des sociétés modernes. D'ailleurs, tout le monde voit que c'est un des grands points de conflit dans la mondialisation. Il y a ceux qui régressent sur le statut des femmes d'une certaine façon et ceux qui avancent sur ce sujet. Donc, on peut voir ces grands enjeux. Et au fond, vous savez, dans le long terme, ce qui est le plus stable dans une société, c'est la culture. Ce qui est le plus stable, c'est la transmission des structures culturelles. Donc au fond, le futur, si on veut le regarder, je pense qu'il faut mieux observer les cultures, comprendre pourquoi il y a eu des parties du monde conquérantes, pourquoi il y a eu des parties du monde qui ne l'étaient pas, pourquoi l'Afrique noire n'a jamais conquis les autres, pourquoi la Chine n'a jamais conquis personne, pourquoi les monothéismes sont à la base des conquêtes. Donc si on regarde tout ça, on se demande comment on peut faire société ensemble dans cette société, dans ce monde-là, comment on peut faire de la politique ensemble, comment on peut aussi remettre en cause nos certitudes politiques, parce que d'une certaine façon, nous sommes profondément attachés à la démocratie, ici je pense tous, et nous pensons que c'est le meilleur des systèmes, sauf que nous n'avons aucune revendication pour que la mondialisation soit démocratique. Nous n'avons pas demandé que l'ONU élise un président au suffrage universel, parce qu'il serait asiatique à tous les coups. Et que d'une certaine façon, tant qu'on était la majorité ou la domination, on acceptait ces modèles. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde où l'Europe devient une minorité? Forcément, les systèmes politiques vont en être transformés. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui s'ouvre d'une façon extraordinaire. Les enjeux doivent changer, mais en même temps, on est en train d'engager au fond une aventure, c'est que l'humanité a passé sa vie à conquérir la planète, et puis après, on l'a reconquérie une deuxième fois, on s'est entretué après Christophe Colomb. Avant, on ne savait pas qu'on l'avait déjà conquis. Et nous, on sait qu'on va vivre ensemble de manière définitive. Et je pense que c'est ça le nouveau challenge. Et ce challenge-là, et on est obligé de vivre ensemble. Et en plus, si on ne vit pas bien ensemble, de toute façon, on va faire réchauffer la planète. On ne peut même plus se mettre nos bombes nucléaires sur la tête. Ce n'est pas possible avec les problèmes climatiques. Donc, d'une certaine façon, on est à la fois condamné à vivre ensemble, en même temps, c'est une aventure extraordinaire, tout à fait nouvelle qui commence. Comment on articule ces cultures, comment on va les rêver, comment on va le raconter, comment les artistes vont nous dessiner ce monde. Et à ce moment-là, je trouve que c'est une très belle épopée. Merci.